On va résumer le premier chapitre du livre L'ami retrouvé. Donc le narrateur, c'est un adulte et il raconte quelque chose dont il se rappelle quand il était enfant. Il se rappelle d'un ami qu'il a rencontré en 1932. Et il dit qu'il était tellement ami avec ce garçon qu'il n'a jamais pu l'oublier. Et même que, depuis 25 ans, parce que ça fait 25 ans apparemment qu'ils sont séparés, les journées lui semblent tellement vides sans lui que les jours y passent comme les feuilles d'un arbre mort et desséché. Alors il va raconter dans ce chapitre le premier jour où il a rencontré son ami. Donc il était à l'école dans un lycée qui était très prestigieux. Il avait 16 ans et c'était un lycée qui a été fondé en 1521. C'est l'année où Luther parit devant Charles Quint. Charles Quint, c'était un empereur. Luther, c'est lui qui a inventé l'église luthérienne, une forme de protestantisme. C'est pour dire que c'est deux grandes figures historiques très importantes et le lycée, il a été fondé dans ce contexte. Donc il raconte comment était l'école ce jour-là et il se rappelle de chaque détail, des manteaux mouillés, des traces sur les murs de Kaiser Guillaume. C'était un empereur allemand qui a été apparemment évincé du pouvoir, donc ils ont enlevé son portrait. Bref, il se rappelle de tout dans chaque détail. Et son professeur s'appelait R. Zimmermann. En même temps qu'il fait le portrait de son professeur, on voit qu'il y a déjà une certaine cruauté qui émerge. Parce que ce professeur, c'est un monsieur qui a la peau jaune et qui semble être condamné à enseigner. Et il dit que les enfants se moquaient de lui parce qu'il était doux, il était faible et il avait l'odeur d'un homme pauvre. Et du coup, il dit que les enfants étaient parfois moqueurs, parfois carrément cruels, parce qu'ils avaient peut-être la prétention de ce que des jeunes de 16 ans en bonne santé ne savent pas ce que c'est d'être malheureux et du coup ont du mépris pour les personnes qui sont plus faibles qu'eux. Donc le directeur arrive et il apporte un nouvel élève en classe. Personne ne regarde le directeur parce que cet élève, il est exceptionnel. Cet élève, il a l'air d'être un aristocrate, ça veut dire être quelqu'un de riche qui vient d'une famille noble. Les autres enfants, ils sont tous habillés un petit peu n'importe comment parce que leur mère trouve que leur mettre ce qui tombe sous la main, c'est toujours déjà assez bien pour aller à l'école. Elles achètent des vêtements en espérant qu'ils durent longtemps et elles n'ont pas le souci de l'esthétique. Eux-mêmes, les enfants, ils n'ont pas encore l'âge de s'intéresser aux vêtements ni aux femmes, donc ce n'est pas des choses qui sont importantes pour eux. Limite, ils trouvent même que faire attention à ses vêtements, c'est un petit peu efféminé. Mais lui, quand il arrive, ce nouvel élève, tous les regards sont braqués sur lui parce qu'il a beaucoup d'assurance, il a un costume taillé sur mesure, il est très beau, il est très à l'aise, il est même pas nerveux d'être amené dans une nouvelle classe. Et il impressionne aussi Monsieur Zimmermann, parce que Monsieur Zimmermann l'accompagne jusqu'à sa place. Il a même un petit mouvement de la tête et les élèves se demandent s'il va pas carrément le saluer. Et il retourne à son estrade à reculons sans lui tourner le dos. Et donc du coup, il demande à ce garçon de se présenter. Donc il se présente avec un nom allemand, je ne sais plus lequel, et son prénom c'est Conrad. En tout cas, il se présente en ayant beaucoup d'assurance. Il décline tous ses noms de famille, la ville où il est né, l'année, etc. Et c'est la fin du chapitre 1. On va résumer le chapitre 2 de l'ami retrouvé de Fred Ullmann. Dans ce chapitre, il nous parle des relations de ce garçon avec le reste de la classe, ou plutôt de l'effet qu'il produit sur les autres enfants de la classe. Il commence par dire que c'est pas parce que c'était un conte que les gens le regardaient différemment, parce qu'il y avait d'autres faunes dans leur classe. Alors faune, ça veut dire de en français, et c'est une marque qui montre qu'on vient d'une famille noble, qu'on a un nom qui commence par de. Alors là, c'est assez compliqué à lire parce qu'il y a plein de noms allemands. Il dit qu'il y avait un prince dans leur classe, mais il était tellement stupide que même le fait des princes, ça n'empêchait pas que les autres se moquent de lui. Mais lui, en fait, il vient d'une famille qui s'appelle les Hohenfels. Avec l'accent, ça doit faire Hohenfels. Et eux, en fait, c'est une famille qui ont accompli plein de choses braves dans l'histoire depuis les années 1200 jusque pas longtemps avant l'arrivée de ce jeune homme dans leur classe. Ils ont sauvé des rois, enfin bon, ils ont fait tout un tas d'actions. Alors là, c'est un petit peu compliqué à lire parce qu'il y a plein de noms de lieux et de noms d'empereurs dont on ne se rappelle pas forcément. Frédéric I, Frédéric II, on n'est pas tous très calés en histoire d'Allemagne. Mais bref, c'était des rois et eux, ils ont eu plein de rapports et de faits de bravoure auprès de ces gens-là. Donc la famille des Hohenfels, elle est tellement célèbre que lui, il dit que pour lui, c'est comme Hannibal, par exemple. C'est quasiment une légende. Et d'avoir quelqu'un qui vient de cette famille dans sa classe, eh ben, il est vraiment soufflé, quoi. Il trouve ça vraiment génial.
Et du coup, il l'admire dans tout ce qu'il fait. Il regarde comment il ouvre et ferme son cartable, comment il utilise son stylo, comment il passe la main dans ses cheveux. Il se moque de lui-même. Il dit ceux qui ont adoré Hélène de Troie. Hélène de Troie, c'était une princesse dans l'Antiquité grecque pour laquelle il y a eu une guerre, la fameuse guerre de Troie. Et ben, il dit que même ceux qui ont adoré Hélène de Troie, ils n'ont pas dû la contempler avec autant d'intensité ou être autant convaincus de leur propre infériorité. Donc là, il parle très brièvement de lui. On apprend qu'il s'appelle Hans Schwarz et qu'il est le fils d'un marchand juif. Et il dit que lui, en fait, il n'est pas quelqu'un de glorieux. Il n'a pas des mains très propres, il a de l'encre sur les mains. L'autre, il a des belles mains longues et blanches. Et lui, il a des petits doigts boursouflés et pleins d'encre. Et il dit que ça fait le même effet sur les autres élèves de la classe. En général, les autres élèves, ils s'appellent avec des sobriquets dégoûtants, c'est-à-dire avec des surnoms dégoûtants. Mais à lui, personne ne donne de moquerie ou l'appelle avec de la provocation. Ils sont tous silencieux et gênés en sa présence. Et lui-même, il est très très poli, il ouvre les portes et tout. Et donc tout le monde, par exemple, se pousse quand il arrive pour le laisser passer. Tout le monde lui témoigne beaucoup de respect, alors qu'entre eux, ils sont plutôt assez méchants les uns avec les autres. Mais quand c'est lui qui est là, ils sont très polis avec ce garçon. Même Monsieur Zimmermann, quand il corrige ses devoirs, pour n'importe qui d'autre, il écrit mal construit, que signifie ceci. Mais quand il corrige les devoirs de Conrad, alors là, il le fait très bien, avec beaucoup d'annotations dans la marge, etc. Il dit que ça a dû lui coûter de précieuses minutes. On se rappelle que Monsieur Zimmermann, il n'aime pas son travail. Donc finalement, les autres enfants de la classe, après avoir pendant longtemps gardé leur distance, essayent de l'aborder. Il y a d'abord tous les nobles qui essayent de venir vers lui et qui lui parlent de tout un tas de familles nobles que visiblement ils connaissent tous. Et on voit qu'il y a un peu des codes entre eux. Il y a des gens, quand ils en parlent, ils s'en moquent. D'autres, quand ils en parlent, ils le font avec beaucoup de respect, presque en murmurant leur nom. Donc il fait la conversation avec eux, très poliment, mais il en reste là, il ne devient pas ami avec eux. Donc il y en a d'autres qui essayent encore de devenir amis avec lui. C'est ceux qu'ils appellent le caviar. Le caviar, c'est trois garçons qui sont très riches. Donc être noble et être riche, c'est pas la même chose, parce qu'on voit que dans les nobles, c'est-à-dire ceux qui viennent de familles qui étaient aristocrates avant, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, alors que les très riches, eux, ils ont beaucoup d'argent, mais par exemple, il y en a un, c'est un fils d'industriel, il ne vient pas d'une famille noble du tout. Donc maintenant, c'est le clan des très riches et des très cultivés d'aller essayer de l'aborder. Donc c'est des garçons qui ont l'habitude de se rencontrer, qui connaissent des actrices et qui les appellent par leur prénom, qui lisent Baudelaire et Rimbaud. Bon là, on n'a pas besoin ni d'être riche ni d'être noble pour lire Baudelaire et Rimbaud, mais en tout cas, c'est pour dire que c'est des gens qui se cultivent, qui lisent Freud, ils parlent du ça et de la paranoïa, et ils disent qu'ils se défendent contre le profanum vulgus. Ça, c'est rigolo parce que c'est vraiment du snobisme. Ça veut dire qu'ils se défendent contre les autres qui seraient profanes ou vulgaires. Sous-entendu que le peuple n'est pas assez intelligent pour lire des idées complexes ou pour fréquenter des gens intéressants. Bref, ils l'invitent pour rejoindre leur club de littérature. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Conrad, il leur répond que pour l'instant, il est terriblement occupé et il les laisse tous les trois frustrés. Être frustré, ça veut dire avoir un sentiment de privation, être fâché parce qu'on considère qu'on n'a pas quelque chose qu'on voudrait. Et c'est la fin du résumé du chapitre 2. Résumé du chapitre 3 de l'ami retrouvé, on va la faire courte parce que c'est un passage très court. Donc un jour, le narrateur a décidé que Conrad devait devenir son ami. Mais au moment où il a décidé ça, il pensait quand même que c'était à peu près impossible. Et il dit que dans sa classe, personne ne lui avait l'air d'être quelqu'un qui méritait d'être son ami, parce qu'il a une vision un petit peu passionnée de l'amitié. Il dit qu'un ami, c'est à la vie, à la mort, qui pourrait mourir pour ses amis. Et il dit, j'ai hésité à l'écrire, mais sincèrement, je crois vraiment qu'à cette époque, j'étais prêt à mourir pour un ami. Et il cite une phrase en latin qui doit vouloir dire que c'est doux et honorifiant de mourir pour la Germanie, pour le pays, quoi. Et il dit, eh ben, de la même façon, je pense que mourir pour un ami, ça aurait été pour moi doux et honorifique. Il dit que ça, c'est quelque chose qui arrive que pendant une phase de la vie, pendant l'adolescence. Mais comme c'est une phase qui est très très intense dans une vie, eh ben, c'est une expérience qui est très précieuse. Voilà, fin du résumé de ce chapitre très court. On va résumer le chapitre 4 de l'ami retrouvé. Dans ce chapitre, le narrateur explique comment il a fait pour attirer l'attention de Conrad. Donc, il a décidé de commencer à essayer d'être brillant en classe. Il trouve qu'être brillant en classe, ça ne lui a jamais servi à rien
parce qu'il avait des notes correctes sans trop travailler, et du coup, il n'avait pas envie de se donner de la peine pour montrer qu'il connaissait des choses, parce que en gros, ça ne lui aurait rien apporté, et ils ont l'air quand même, c'est une école d'enfants de riches, hein. C'est une école prestigieuse, et ils ont l'air d'être très méprisants envers leurs professeurs. Et du coup, il dit que s'attirer le respect des professeurs, ça ne l'intéressait pas du tout. Mais pour attirer l'attention de Conrad, il se met à parler de ses lectures, à dire qui est le plus grand poète d'Allemagne, enfin à avoir ce genre de débat. Du coup, il se retrouve à attirer malgré lui l'attention du caviar, mais c'est pas du tout eux qui visent. On a vu dans le chapitre précédent que lui, de toute façon, il ne veut être ami avec personne d'autre que Conrad, donc le caviar ne l'intéresse pas. On se rappelle que le caviar, c'est les trois garçons riches là, hein. Bref, il parle de Faust et de Hamlet, c'est des grands classiques et il fait tout pour se distinguer. Ensuite, il va essayer aussi de se distinguer en sport. Il dit qu'à l'époque, les 2 heures de sport, tout le monde s'en foutait, les autres professeurs considéraient que c'était du temps perdu et que les élèves auraient mieux fait de consacrer ces 2 heures-là à acquérir du savoir. Mais le prof de sport, qui était surnommé par les autres élèves Max les biceps, lui, au contraire, il considérait qu'il avait les élèves 2 heures par semaine et il voulait absolument les rendre costauds. Et donc il ne faisait pas de foot ou des choses comme ça parce que, il dit que, courir derrière un ballon pour tenter de le botter, c'était considéré par, les professeurs de cette époque comme un truc d'américain et quelque chose de ridicule. Il faisait 3 instruments, c'était les barres parallèles, la barre fixe et le cheval d'arçon. Et donc toutes les séances, c'était pareil, il courait en rond autour de la salle et puis à la fin, il faisait des exercices. Max les biceps, donc le professeur, c'était quelqu'un de très très sportif et de très agile et il faisait chaque fois une démonstration sur son agrès préféré qui était la barre fixe et après il demandait aux élèves que quelqu'un refasse l'exercice qu'il venait de faire, qui était toujours un exercice très compliqué. En général, il demandait toujours à Eisenman de faire l'exercice. En début d'année, il avait demandé quelquefois à Hans, hein, Hans c'est le narrateur, de bien vouloir faire l'exercice pour montrer à ses camarades, mais ça l'intéressait pas trop en fait. C'était un peu comme dans les autres matières, il ne cherche pas à attirer l'attention du professeur, ni à montrer qu'il est capable de faire des choses. Donc il s'était mis en retrait. Mais là, évidemment, il veut encore impressionner Conrad, donc il s'avance et il se propose pas, mais enfin il se met devant et il montre du regard qu'il a envie de le faire, et le prof lui dit « Ok, bon bah allez-y ». Donc c'est un exercice qui demande de la force, de l'agilité et aussi du courage. Il dit qu'il était à peu près moyen pour les 2 premiers critères, mais il était plutôt nul pour le dernier. Mais là, exceptionnellement, comme il sait que Conrad le regarde, il accomplit très très bien cet exercice qui est très difficile. L'exercice est décrit assez longuement dans le chapitre. Et il retombe sur ses pieds, bon pas aussi bien que le prof, mais quand même pas mal. Et du coup, il y a quelques élèves qui ricanent, mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui applaudissent. Il dit finalement il y avait quand même des bons bougres dans cette classe. Ça veut dire il y avait quand même des élèves allez, qui étaient quand même sympas. Et troisième phase de sa tentative d'attirer l'attention de Conrad, c'est la phase qui va marcher. Il rapporte des pièces de collection. Et donc du coup, avant que la cloche ne sonne, il les observe sur sa table avec une loupe et il espère attirer l'attention de Conrad. Et cette fois, ça marche. Conrad vient le voir et demande s'il peut regarder les pièces. À la façon dont Conrad touche les pièces, les regarde de près, etc., avec attention, il se rend compte que c'est quelqu'un qui s'y connaît. Et Conrad lui dit « Moi aussi, je collectionne les pièces ». Grand bonheur, il est super content, ils ont une conversation au sujet des pièces de collection. Mais le cours se termine, c'est la récréation, et en fait, Conrad ne le calcule pas, ça y est, il a terminé la conversation et il n'a plus rien à en dire. Donc on pourrait penser qu'il est déçu, mais en fait il est quand même content, le narrateur, parce qu'il se dit qu'il y a un premier contact qui a été établi et ça le rend très heureux. On va résumer le chapitre 5 de L'ami retrouvé de Fred Ullman. Donc 15 jours après l'histoire des pièces, donc le narrateur est sur le chemin du retour de l'école, c'est le printemps, il fait beau, et il voit devant lui Hohenfels, c'est-à-dire Conrad, qui est en train de rentrer lui aussi de l'école. Et il ralentit, il fait un peu mine de l'attendre. Alors lui, il hésite, et puis finalement, il continue à marcher et il le rattrape. Et alors, ils se mettent à marcher en long, en large. Ils se rappellent même plus de quoi ils se sont parlé. Et le narrateur, qui s'appelle Hans dans l'histoire, il a un tempérament assez enflammé, hein. Il dit qu'on était tellement contents d'être ensemble qu'on aurait été comme des jeunes amoureux. Et du coup, ce jour-là, il s'est tellement bien entendu avec lui qu'il dit que d'un coup, il a le sentiment que sa vie ne sera plus morne et vide, mais qu'elle va devenir pleine d'espoir et de richesse pour deux.
Quand il rentre chez lui, il hésite à parler de son ami à ses parents. Mais heureusement, ses parents sont trop occupés, du coup, il leur en parle pas. Et il dit que ses parents, ils sont habitués à son caractère morne. Ça veut dire qu'il fait pas trop la conversation avec eux. Et sa mère, elle a essayé plusieurs fois de percer les défenses, d'aller le voir et de lui faire un petit geste tendre, de passer la main dans ses cheveux. Mais lui, il est tellement indifférent et nonchalant qu'elle a laissé tomber. Donc du coup, ses parents se disent que ça doit être l'adolescence. Et puis, quand il va se coucher, d'un coup, il commence à être pris de doutes et d'être très inquiet. Il se dit que peut-être Conrad, il va regretter de s'être lié d'amitié avec lui, ou alors qu'il a été trop bavard. Et la dernière phrase, elle nous met quand même la puce à l'oreille de ce qui se passe en cette période-là. Et il se dit peut-être qu'il a parlé de moi à ses parents, et que ses parents lui ont dit qu'il ne fallait pas qu'il fréquente un juif. Ça, c'est la dernière phrase du chapitre. Et donc on sait, dès la couverture du livre, parce que moi le livre, l'édition que j'en ai, il y a une croix gammée sur la couverture, donc on se doute bien que ça se passe pendant la guerre, en plus c'est en Allemagne et on lit les dates, mais ça fait quand même un choc comme c'est amené, parce qu'en fait il n'a pas du tout parlé de la guerre, ni de la tension qu'il y a autour d'eux, et du coup ça nous donne presque l'impression que ça se passe comme ça pourrait se passer dans nos familles aujourd'hui et maintenant, et ça fait quand même mal au cœur pour cet enfant-là, qui a peur de se faire exclure, en l'occurrence à cause de son appartenance religieuse. Mais ça fait quand même écho aussi à tout un tas de choses plus vagues. On voit les enfants et les adolescents qui ont peur du rejet. Ça peut être aussi pour leur appartenance sociale ou pour d'autres caractéristiques, mais c'est quand même particulier de voir qu'il y a certains parents qui peuvent aussi provoquer de l'exclusion sur ces critères-là. Bon, fin du résumé pour ce chapitre, on va lire le chapitre 6. On va résumer le chapitre 6 de l'ami retrouvé de Fred Ullmann. Donc le lendemain, toutes ses craintes sont effacées parce qu'il se rend compte que Conrad est tout à fait content de le voir et il vient directement s'asseoir à côté de lui. Donc dès ce moment, ça devient des super amis, ils quittent l'école ensemble, ils marchent ensemble. Il n'y a que quelqu'un qui se moque un peu d'eux, qui les appelle Castor et Pollack, le caviar qui du coup les snob un peu, mais sinon toute la classe prend pour acquis que voilà, ils sont amis. Et du coup, ce garçon, le narrateur, qui s'appelle Hans, qui avait un caractère quand même assez pessimiste, qui s'ennuyait, qui était un petit peu morne comme enfant, un peu triste comme ça, et ben d'un coup, le fait d'avoir un ami, ça lui rend la vie très joyeuse. Il apprécie tout, il apprécie les fleurs, il apprécie les arbres fruitiers, il dit que la colline, elle est couronnée, donc ça veut dire qu'elle a une couronne sur la tête avec tous les châteaux qui sont autour d'elle. Et donc avec son nouvel ami, ils partent parfois en week-end, ils louent des chambres dans la forêt, ils se baladent, ils lisent des poèmes, enfin bon, c'est une grande amitié très forte et ça lui rend la vie belle. Il y a plusieurs passages de poésie qui sont cités, c'est tout des choses que je ne connais pas, déjà c'est des poètes allemands, en plus c'est une traduction, bon moi je les trouve pas exceptionnels ces poèmes, mais évidemment chacun ses goûts. Et fin du résumé du chapitre 6.